suis Pierre-Joseph Laurent, membre du laboratoire d'anthropologie prospective de l'Université catholique de Louvain, et je suis ici comme membre de la classe des lettres, des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. À ce titre, je vous propose de réfléchir à partir de ma discipline, l'anthropologie, et de mon regard éloigné, nourri d'expériences de recherche sur le continent africain, sur ce que le masque, devenu en quelques semaines un objet de notre vie quotidienne, peut nous éclairer de cette période de confinement imposée par l'épidémie de Covid-19. Pour cette réflexion intitulée en forme de clin d'œil au célèbre ouvrage de Claude Lévi-Strauss, La Voix des masques, je voudrais vous proposer une réflexion en 3 étapes. Premièrement, ce que révèle ce que nous appellerons la politique du masque pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, ce que cette discipline nous inspire pour penser le temps long de l'après-crise au regard de la cohésion sociale. Et enfin, troisièmement, une suggestion de travail collaboratif pour accompagner la sortie progressive de cette période de crise, notamment par une articulation renforcée entre le politique et la recherche publique. Venons-en au premier point. La défiance citoyenne révélée par la politique des masques. La pandémie, causée par le Covid-19, est une évidence sanitaire, provoquée par un virus objectivable. Mais la gestion de cette pandémie est-elle tout aussi objectivable dès lors que la prise en charge par les États de la quarantaine et du confinement se déroule en fonction de paramètres relevant de l'arbitrage politique et du possible, et pas seulement de l'objectivité scientifique. Dans sa simplicité, pour tout un chacun, le masque devient un bon révélateur de cet arbitrage du possible. L'arbitrage d'abord. Les stocks de masques périmés, détruits, non renouvelés au motif d'économies budgétaires. La désindustrialisation et les délocalisations mettent en lumière l'imprévoyance, les fragilités, les limites d'une gestion à flux tendu où l'arbitrage politique se fait surtout comptable et financier. La conséquence, la mise en place d'un pont aérien entre la Chine et les pays européens, devenus dépendants d'une main-d'œuvre trop chère, marge bénéficiaire insuffisante, avec un fond de guerre industrielle et logistique, allongement de la chaîne d'approvisionnement, animé par la convoitise et l'arbitrage du plus offrant. Le possible à présent. Au-delà des enjeux sanitaires, de la barrière physique du masque et le fait qu'il ne rend pas invincible au risque d'annihiler les autres consignes, la distanciation, le lavage des mains, le confinement strict, les politiques du possible du masque, pénurie, pas de pénurie de masques, masques qui se déclinent pour les populations en chirurgicaux ou en artisanaux, indiquent la manière dont les États traitent de la relation avec les citoyens et communiquent à ce propos. Le masque obligatoire imposé à tous en Chine, le masque exigé pour sortir en Autriche, le masque comme une prise en considération de l'intérêt collectif, Taïwan, Hong Kong, Corée du Sud, comme une obligation de l'inventivité du secteur informel pour aider la nation, au Bénin, au Cameroun, ou comme une opportunité commerciale à saisir. Le Covid business, la flambée du prix des masques en RDC ou la reconversion des chaînes de production au Maroc. Le masque déclaré non nécessaire en dehors des soignants, en France et en Belgique. Ou encore sa recommandation et son port laissé à l'appréciation des individus au Brésil et aux États-Unis. Au-delà de la communication officielle, devenue en quelques semaines un objet de préoccupation de la vie quotidienne, le masque et la politique du masque sont aisément décodés, analysés, évalués, interprétés par chacun d'entre nous en relation à son environnement de travail et de vie. Au regard des enjeux mobilisés, sanitaires, économiques et financiers, la politique du masque dévoile crûment à la population les enjeux, voire les contradictions des décideurs. Elle pointe les limites d'une gestion politique qui ne serait pas au service du plus grand nombre. Ce petit masque signale au grand public la crédibilité des décideurs politiques qui mobilisent la science pour justifier les possibles du moment. Le masque est pour le moment dit scientifiquement inutile et même déconseillé, mais l'Académie de médecine le recommande. Deviendra-t-il obligatoire lorsqu'on en disposera ? Là se niche la question de la confiance entre les élites politiques et les citoyens. Elle est cruciale pour penser le déconfinement au regard du devenir de la cohésion de la société de l'après-crise.
Dans un deuxième temps, je vous propose de penser le déconfinement au regard de la cohésion sociale de l'après-crise. Les politiques de quarantaine et de confinement, de protection et de prévention impliquent plusieurs niveaux de perception. Mais tout un chacun se confronte à l'obligation de prendre sa propre mesure du virus, qui est un rapport primordial à soi, à l'autre, à la vie et à la mort. Cette prise en considération pour soi se traduit par l'invention de nouvelles routines de la vie quotidienne, entre les membres de son unité de confinement, dans l'intériorisation des gestes de la distanciation, dans l'utilisation du geste, du masque. Ces gestes modifiés de la vie quotidienne relient chacun de nous en pensée au virus et nous inscrivent dans une conscience générale, locale, régionale, planétaire même, de la pandémie. Dans ce quotidien modifié par le Covid-19, du rapport que chacun d'entre nous entretient au masque et de notre confrontation, par la pluralité des médias interposés, à ces politiques du masque émerge la prise de conscience, aujourd'hui généralisée, des inégalités de protection face à la pandémie. Une prise de conscience qui, par association, percole des inégalités dans le confinement aux inégalités aujourd'hui au sein de la société. Ainsi, ce simple masque, comme un symbole de la possibilité de se protéger, conduit à délier la parole concernant un paradoxe qui aujourd'hui saute aux yeux. Les travailleurs en première ligne, les indispensables, les applaudis, sont aussi les victimes de la crise économique. La prise de conscience de la fracture de la société se renforce car le confinement, vécu par tous, se décline différemment selon les classes sociales, les métiers, ceux qui ont dû cesser les activités, leur commerce, ceux qui sont au chômage, ceux qui peuvent travailler à distance et ceux qui ne le peuvent pas, le personnel soignant, celui des maisons de repos, les caissiers, les livreurs, les facteurs, les éboueurs, les magasiniers, les magasinières, les conducteurs, les conductrices. Ils se déclinent aussi selon le fait d'être une femme, le plus souvent en charge du foyer et du soin, voire d'une certaine promotion à la production artisanale, mais aussi les sans-abri et les différences entre les pays et les continents. Cette pandémie n'est pas une crise passagère. Par sa durée, le confinement et surtout le déconfinement qui nous attend, durée de la crise économique qui suivra, le temps long du remboursement des dettes contractées pour faire face à la pandémie, prennent le temps de s'installer dans les consciences. Cette crise aux multiples conséquences, elle affecte déjà la cohésion sociale avec des risques majeurs de polarisation de la société, chômage, pauvreté, et de son implosion avec le renforcement des radicalismes de droite et de gauche. Ces radicalismes s'alimentent du clivage qui divise les groupes sociaux entre ceux qui veulent que tout rentre dans l'ordre au plus vite et comme avant, et ceux pour qui la crise sanitaire a crûment mis en lumière les conditions de vie, mais aussi ceux qui s'inquiètent des conditions de survie de l'humanité au regard des bouleversements environnementaux. La pauvreté va s'étendre dans les sociétés occidentales, les disparités entre les continents vont s'accroître, entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique, sans parler de la lutte entre la Chine et les États-Unis. La croissance sera affectée, et la priorité absolue est à la remise en route de l'économie, des marchés, avec les questions du financement de la crise et du remboursement de la dette, pour des durées de 10, 20, voire 30 ans. Une évidence, mais chacun d'entre nous, à la suite de son expérience de la pandémie, peut désormais adresser cette question. Avec quelle finalité ? Au regard des données en présence, le déconfinement ne pourra pas se penser comme un retour à la normale. Le déconfinement ne se résumera pas à une question épidémiologique, économique, financière. Entendu comme la gestion dans la longue durée de la crise économique et sociale causée par la pandémie, le déconfinement concerne directement la cohésion sociale et le pacte sociétal pour les prochaines décennies. Le déconfinement implique de se poser plusieurs questions, dont celle des conditions de production, celle aussi du sens du collectif et celle enfin de la gestion des risques dans un monde globalisé.
Le déconfinement nécessitera de l'imagination, au regard des solutions novatrices et inédites à mettre en place. Autant de défis auxquels les dirigeants politiques, mais aussi les diverses élites, seront confrontés, de gré ou en raison de la pression de la rue. Quels seront les arbitrages politiques de la société de l'après-confinement? Et enfin, pour conclure, dans un troisième point, une suggestion pour faciliter la sortie progressive de cette période de crise. Il pourrait être question de promouvoir un travail collaboratif, notamment par la production d'un livre blanc. L'exercice est difficile, exigeant, mais correspond à la complexité du défi à relever. Pour y parvenir, il pourrait entre autres être question d'être attentif à ce que l'Académie peut apporter et pour cela donner la parole à des académiciens dont la diversité des disciplines et des expériences devrait contribuer à présenter de manière schématique un état des lieux de la question et des pistes pour nous sortir haut la main de la crise au regard de la cohésion sociale. Participer ainsi à un renforcement de l'articulation entre le politique et la recherche publique participe à l'objectif de clarifier et de faciliter la prise de décision dans ces moments difficiles. Je vous remercie pour votre attention. Et pour aller plus loin, je vous suggère quelques pistes bibliographiques. Ce texte a été rédigé en collaboration avec Bénédicte Fontaine, doctorante en anthropologie au laboratoire d'anthropologie prospective de l'Université catholique de Louvain.